Bonjour à tous. Effectivement, l'occasion nous est donnée ce matin, ou nous sommes donnés l'occasion de vous souhaiter personnellement les vœux, puisque l'ensemble des journalistes occupent une place importante dans un club, du moins un club comme le nôtre. Donc on se croise souvent. Et effectivement, la première chose, c'est de vous souhaiter les meilleurs vœux possibles, tout ce que vous souhaitez à titre personnel, dans l'ensemble de ce que vous entreprenez. Et puis, se souhaiter des vœux communs. Le premier vœu, je pense, du Stade Toulousain, c'est de réouvrir les stades. L'économie, qui est celle du rugby en règle générale, et plus particulièrement celle du Stade Toulousain, c'est d'être autonome. C'est de ne pas avoir recours à beaucoup d'argent public. C'est de ne pas peser dans les impôts des contribuables. On parle d'investissement, ça c'est autre chose, mais dans le récurrent, on essaye d'être un maximum autonome vis-à-vis de l'État, bien sûr, mais également vis-à-vis des institutions. Or, dans la période que nous traversons, avec encore une fois une billetterie, un partenariat, l'ensemble des ressources autour de la venue du public, nous oblige, malheureusement, Mourad, à pleurer sur notre sort et à essayer d'être le plus concret possible. Donc ce que je vous invite à faire, mais ça va être très rapide, c'est bien prendre conscience, et je l'ai fait avec un certain nombre de partenaires, de la particularité de ce Covid qui se partage chez nous, encore une fois, sur 2 saisons. Et quand on m'a parlé de 2020, j'en faisais le lapsus il y a encore quelques instants, c'est la saison 19-20, mais c'est également la saison 20-21. Donc la saison 19-20, oui, un grand merci à l'État d'avoir prévu des mesures dans la plus grande urgence. Les compétitions se sont arrêtées. On a eu recours au chômage partiel pour nos joueurs notamment. On a eu des exonérations de charges. Et on a eu en plus de ça des abonnés et des partenaires qui, parce qu'on avait joué les 3 quarts de la saison, nous ont, pour une grande partie, laissé l'ensemble des sommes qu'ils avaient versées au titre de la saison 19-20. Et donc effectivement, 19-20, grâce à l'État et grâce à la fête qui existe autour du monde du rugby, chez nous, de nos abonnés, de nos partenaires, on a équilibré la saison 19-20. Et on pensait réellement repartir dans une saison 20-21 avec, je vous remets en tête les conditions de l'été 2020, des jauges qui sont encore à 5000 pour quelques mois encore jusqu'à fin août, et on reprendra la normale derrière. Et on a prévu effectivement une saison qui prévoyait peut-être un retour à la normale, mais impactée par une certaine inquiétude du public que l'on attend à un nombre moins important dans les stades, une certaine inquiétude des partenaires, y compris sur un plan économique que l'on sent un peu en récession pour la saison 2021. Et la première chose que l'on fait, grâce à l'écoute et à la relation que nous entretenons avec nos joueurs, nous avons un budget de notre masse salariale en baisse pour 2021 parce que les joueurs qui, contrat en main, ont accepté une baisse de salaire. Jusqu'à là, on s'apprête à jouer le numéro d'équilibriste de la saison 2021. Et puis, la jauge à 5000 est annoncée non pas jusqu'à fin août, mais prolongée jusqu'à nouvel ordre. Là, on commence effectivement à pleurer, à dire attention, pleurer c'est quoi? C'est de dire nous on n'a pas du tout prévu ça. On a prévu de jouer normalement. On va assumer sans rien demander la baisse des partenariats, la baisse des abonnés, la baisse du public, parce qu'il y a une peur générée par le Covid, parce qu'il y a une situation économique
qui est inquiétante. Et donc, on sait assumer cette saison-là. Au-delà, dès lors qu'on nous empêche de mettre du public dans les stades, dès lors qu'on est passé de 5 000, puis à 1 000, puis à huis clos, là, il n'y a pas de secret. Et relisez, ce n'est pas une question de pleurs. C'est dès le début du Covid, dès le mois de mars, avril, quand on a su qu'on aurait un accompagnement pour le chômage partiel, on a dit si on reprend, si on n'a pas le droit à mettre du public dans les stades, à ce moment-là, soit on ne joue pas, parce que c'était ça, soit on ne joue pas, soit ça ne sera pas viable. On choisit de jouer, l'ensemble du monde télévisuel en est ravi, l'ensemble des spectateurs en sont ravis. Autrement dit, le contenu rugby continue à exister pour mettre du contenu télé. Et c'est là que je prends ce rôle de lever le doigt et de dire « Ok, moi je veux bien continuer à jouer, mais l'économie, elle est très simple. Il y a 70% de la masse des charges, c'est la masse salariale des joueurs. J'ai réussi à la baisser à hauteur de ce que les joueurs ont voulu faire comme effort. Mais au-delà, pour pouvoir jouer, il faut payer les joueurs. Pour pouvoir payer les joueurs, pour pouvoir jouer, il faut entretenir les stades. Pour pouvoir jouer, il faut conserver quasiment 85% de nos charges dans les clubs. Et en face de ça, on ne maintient que 40% des recettes. Je n'arrête pas d'être sur ces demandes successives d'aide de l'État, de compréhension de cette économie, et tout le monde se tourne plutôt vers le Stade Toulousain et globalement son président pour expliquer qu'est-ce qui se passe dans l'économie des clubs. Concrètement, on espère avoir les aides d'État qui correspondent à l'indemnisation du 31 décembre, jusqu'au 31 décembre. On a encore un questionnement en Commission européenne pour le déplafonnement de l'exonération des charges salariales qui devrait nous permettre de faire un déclaratif supplémentaire sur les mois d'octobre, novembre et décembre de 2020. Et nous entamons des négociations à partir de janvier pour les indemnisations liées au manque de public, mais également les exonérations de charges qui, elles, au moins au début, ne subiront pas la difficulté du plafonnement, puisque le plafonnement est un plafonnement annuel par année civile. Donc si l'État nous donne l'autorisation d'avoir des exonérations de charges patronales, on peut refaire un déclaratif au 1er janvier, puisqu'on est dans la nouvelle année civile vis-à-vis des autorisations des commissions européennes. Voilà pour être le plus clair possible sur la situation économique et le pseudo-rôle de pleureuse que j'endosse pleinement. Je vais m'appuyer sur l'essence judicieux et ambitieux des propos de Marc Doncieux à mes côtés. Le résumé du mur de soutien et des résultats exceptionnels de la boutique, puisqu'en décembre, on était à plus 30% dans nos boutiques et plus 125% très exactement sur la partie des commandes en ligne et de toute la partie Internet. Le dénominateur commun de ces deux actions, c'est que l'attractivité du Stade Toulousain fonctionne encore. On ne peut pas rentrer dans les stades, mais l'ensemble de la ligne développée avec l'ESA et Thomas Pesquet s'est vendu en intégralité sans avoir été porté par les joueurs sur le terrain. Puisque je vous le rappelle, ce maillot n'a pas pu être porté en Ulster parce que Ulster jouait avec un maillot nouveau qu'il voulait développer de couleur rouge, et le deuxième match ne s'est pas joué. Et pour autant, le Stade Toulousain, sur sa réputation, mais également sur son idée innovante et ingénieuse de développer ce maillot avec Thomas Pesquet, avec l'ESA,
a réussi à faire un best-seller de cette collection sans même le porter sur le terrain. Donc ça veut dire tout simplement, et là on peut être fier, le service communication est certainement le service qui a le moins de chômage partiel actuellement, parce qu'il faut continuer à faire vivre ce Stade Toulousain à distance. Il faut continuer à informer l'ensemble de notre public, certainement pas assez à leur goût, et j'en suis le premier désolé, mais on essaye encore une fois de beaucoup animer, d'aller plus loin encore pour pouvoir continuer à faire exister le Stade Toulousain. Et quand on tire le trait au bas de la page, eh bien, on a un mur de soutien qui a passé sa 20 millième brique il y a une dizaine de jours, qui a dépassé la barre des 1 400 000 € de chiffre d'affaires, une boutique avec des chiffres que je viens d'évoquer qui montre la bonne santé de l'attractivité du Stade Toulousain et du côté aimant, aimé de ce que l'on aime à développer au niveau du Stade Toulousain. On est sur un bilan de 2020, une saison qui est inachevée, qui nous a permis, avec une certaine négociation, de nous qualifier quand même en Coupe d'Europe avec des conditions un petit peu particulières, avec pas de phase finale, avec une saison 19-20 tronquée. Bon, ça s'arrête là. On va de suite parler de la saison 2021. La mise en place d'une saison particulière, parce que justement une grosse tournée en 2020 avec des reports de matchs internationaux et la fin du tournoi. Donc une satisfaction d'avoir 10 joueurs sélectionnés lors de la tournée en 2020. Une seconde place de l'équipe de France sur le tournoi Destination. Et puis, à l'heure où on parle, une première place au classement du top 14, quand bien même il y a un match de retard, notamment du côté du Racing. La Rochelle aussi. Donc une première place provisoire, on va dire, bien entendu. 2 matchs de Coupe d'Europe, un réel match contre l'Ulster avec une belle victoire bonifiée. Un autre gagné sur le tapis vert sans vraiment de gloire, bien entendu. Une Coupe d'Europe sur laquelle il y a des inquiétudes, mais une qualification potentielle pour ce 8e de finale, puisqu'on partirait sur cette idée d'une qualification de 16 clubs sur des 8e de finale. Nous attendons aujourd'hui, enfin pas aujourd'hui, à ce jour, de la part de l'EPCR, l'organisation ou la réorganisation de la compétition 2021 avec plusieurs choix possibles. Est-ce qu'on croise les 2 poules du 1er et du 8e, ou est-ce qu'on fait d'abord un 8e de finale intra-poule qui permet de ne pas avoir de confrontation franco-française, anglo-anglaise, et après on vient croiser à partir des quarts de finale? Je parle plus rapidement à ce moment-là parce que j'ai l'impression que la compétition européenne, peu de gens l'ont comprise, et vu sa nouvelle formule est plus que complexe à comprendre, j'en conviens. Toujours est-il que on a une Coupe d'Europe à jouer, on y reviendra également sur un plan commercial, on a juste un maillot superbe, et on a bien sûr nos ambitions qui restent intactes dans la volonté de bien figurer dans cette compétition. Mais je reviens au top 14, une équipe qui bien sûr a trébuché 1 fois et demie à domicile avec une défaite contre Lyon et un match nul contre nos amis castrés. Tout le reste, le Stade Toulousain s'exporte à peu près bien depuis le début de la saison, produit du jeu, mais de l'enthousiasme. On a encore plus de jeunes garçons qui s'illustrent. Je pense notamment à Mathis Lebel, qui est le premier réalisateur d'essais, qui, comme par hasard, pointe son nez en équipe de France. Et c'est tant mieux pour continuer à avoir cette double ambition, de former de joueurs internationaux, de garnir l'équipe de France et de rendre une équipe de France performante, mais également, bien entendu, toujours ce deuxième discours
un peu plus difficile à avoir, de savoir comment on fait coexister l'ensemble de nos calendriers, comment on fait en sorte que le Stade Toulousain et les clubs les plus sollicités continuent à pouvoir bien figurer dans le championnat sans être trop gênés par les doublons, tant que ces doublons existent, avant d'avoir, je me suis déjà exprimé sur le sujet, c'est pas le sujet du jour, peut-être une réorganisation des compétitions, à voir si la future élection du président de la Ligue nous amènera sur ces voies-là d'une nouvelle compétition ou d'un nouvel aménagement des compétitions. C'est pour moi une obligation pour les clubs comme les nôtres, mais c'est profondément impopulaire également, puisque nous sommes que très peu nombreux à être concernés par la mise à disposition des internationaux, en nombre bien entendu. Il y a eu 9 ou 10 clubs. Ceux qui en fournissent plus de 5, on n'est de suite que 2 ou 3 clubs, vous le savez tous. Donc oui, très content de cette partie sportive. C'est une nouvelle que tout le monde connaît, mais qu'il faut officialiser un jour. Un joueur argentin, Malia, qui a fuité ces derniers jours parce que un des premiers concernés, c'est aussi la fédération argentine qui avait elle aussi besoin de communiquer, et son club, bien entendu. Alors là, en revanche, on n'a pas utilisé ou on n'a pas engagé d'argent supplémentaire. On a juste fait une équation entre le nombre de joueurs blessés, c'est notamment le cas de Lucas Tozin qui est blessé de longue date, Romain Tamac actuellement, Richie Arnold pendant un temps, Rory Arnold également, Chestin Colby également. Donc quand les joueurs sont blessés, le premier mois, il est globalement entièrement à charge du club, mais dès la période de carence passée, il y a effectivement un peu moins de masse salariale engagée, enfin pré-engagée dans notre budget qui reste disponible. Et c'est pour ça qu'on a pris un joueur au centre, mais également utility back parce qu'il peut jouer partout derrière. On l'a vu performant avec cette équipe argentine qui a un supplément d'âme par rapport à certains. Ce joueur nous paraît tout à fait intéressant pour venir compléter l'effectif actuel. On arrive à jouer sans lui jusqu'à maintenant, même en l'absence de Lucas, mais on est toujours plus ou moins en danger. Vous l'avez vu au moment de la demi-finale de la Coupe d'Europe, saison, je m'y perds, 19-20, et notamment de la demi-finale par rapport à Exeter, sur lequel on avait des joueurs, notamment derrière, qui étaient presque blessés. On était très tendu en termes d'effectifs à ce moment-là. Donc je pense que c'est un joueur qui nous fera beaucoup de bien et qui fera beaucoup de bien à l'entraîneur pour pouvoir être rassuré en cas de pépin de dernière minute sur l'effectif que l'on avait jusqu'à ce jour. Donc oui, un joueur supplémentaire, réfléchi économiquement dans des enveloppes qui étaient déjà définies et qui va venir renforcer les rangs du Stade Toulousain à partir de cet après-midi, puisqu'il arrive à 14h. On parle de RSE aujourd'hui, on parle d'engagement sociétal des entreprises. Moi, je me régale, encore une fois, de continuer à développer le Stade Toulousain sur les bases de ce que mes prédécesseurs ont fait, fidèlement. Et quand les présidents précédents du Stade Toulousain, depuis le début du siècle dernier, ont eu une innovation extraordinaire de rendre le Stade Toulousain propriétaire de ses installations au travers des Amis du Stade, quand on est précurseur dans un certain nombre de domaines, le dernier en date étant ce partenariat avec Thomas Pesquet-Leza et un maillot un peu particulier, on ne fait ni plus ni moins que continuer l'œuvre de gens qui ont tant donné au Stade Toulousain. Et donc le manuscrit dont je parlais, qui a été écrit pour l'université de Jean Jaurès par Julien Leroy, c'est un mémoire sur le Stade Toulousain dont le titre est « Un club novateur, populaire et frondeur ». Et on parle de la période 1921-1947.
Donc le RSE, on n'a rien inventé. On est juste là, Laurence, Marc, Pablo, Philippe, Yann, Fiona, Johan, qui vont vous parler de formation, d'environnement, de médical, de la féminisation du rugby, je ne sais quoi d'autre, j'en ai certainement oublié, mais tout ça, c'est dans les gènes du Stade Toulousain. L'engagement sociétal et la présence du Stade Toulousain au sein même de sa ville a toujours existé. Il a certainement besoin d'être rappelé à un certain moment. Et la tendance du moment qui s'appelle le RSE nous a, nous aussi, permis et obligé de rationaliser les choses, de raconter les choses, de raconter également ce que l'on fait déjà. Et c'est pour ça que je suis très fier d'avoir Laurence à nos côtés. Bon, on va aller sur les 7 piliers, mais avant, effectivement, j'aurais bien aimé que Didier vous parle de la raison d'être, donc on y reviendra peut-être tout à l'heure quand il fera sa conclusion. Le premier pilier d'une politique RSE, quelle qu'elle soit, c'est d'avoir une raison d'être, une mission. Et le Stade Toulousain l'incarne depuis plus d'un siècle maintenant. Et on a essayé de le formaliser. Donc le Stade Toulousain, c'est une école de la vie, une école du jeu, bien entendu. Et l'objectif de cette raison d'être, c'est de formaliser que, vous savez tous que le Stade, c'est jouer nous fera toujours grandir. On est allé un cran plus loin en mettant le Stade Toulousain comme acteur modèle d'utilité publique, le fait que s'engager pour les autres, pour le sociétal, être un acteur citoyen nous fera toujours grandir. Et donc c'est la signature RSE du Stade Toulousain aujourd'hui, c'est ça, c'est s'engager nous fera toujours grandir. Et c'est sa raison d'être aussi, aux côtés des partenaires qui sont très actifs sur le sujet. On présentera tout à l'heure Yann avec une charte écologique sur l'entretien des pelouses, avec Malakoff qui est un autre partenaire qui intervient beaucoup sur ces activités également. Donc voilà, les 7 piliers, je vais essayer d'être rapide parce que Didier vous a déjà pas mal parlé. On a essayé d'axer la stratégie RSE du Stade Toulousain sur ce qui existe déjà et on a juste fait qu'un travail de structuration et de formalisation. Et on a choisi 7 axes prioritaires pour les activités RSE du Stade Toulousain, ces activités sociétales. La première, c'est pérenniser la formation du stade. Qui fait quand même le cœur du sujet, et au-delà, la faire rayonner pour développer la pratique plus largement sur la région toulousaine, dans la région, et puis même à l'international. Donc Johan, je céderai la parole à Johan tout à l'heure qui va vous en parler. Le deuxième axe, c'est accompagner la réussite de la jeunesse, que ce soit la jeunesse, et c'est transmettre les valeurs du rugby pour aider les jeunes dans des quartiers peut-être politiques de la ville à se développer, à développer leur confiance, à s'insérer. C'est aussi des activités de mécénat caritatif avec notamment l'association Cœur en Mêlée, que vous connaissez sans doute, qui intervient depuis de longues années pour les jeunes malades ou en difficulté. Donc il y a tout un volet jeunesse sur lequel Émile Intamac notamment et Michel Lacroix sont les référents thématiques. Il y a un gros volet santé que je vais laisser Philippe vous commenter rapidement parce que le lien sport-santé, c'est une réalité pour le grand public et même pour les entreprises aujourd'hui. Donc il y a tout un tas d'actions qui sont en train d'être développées autour de la prévention de certaines maladies et de l'accompagnement du traitement de certaines maladies par le sport et puis du bien-être plus globalement. Un quatrième pilier, et là je rends hommage à Pablo Neumann et à Clément Trezeux qui sont devant avec le club du Stade Toulousain Handisport. Comment aider les personnes handicapées à se reconstruire, à se réinsérer par la pratique du sport, par le lien social qu'offre le sport. Donc il y a des actions également qui sont en cours déjà, qui existent. Hein. On ne part pas de rien, on ne part pas d'une feuille blanche, on part de tout un existant qu'on essaie d'amplifier. Donc il s'agit d'amplifier ce qui existe et qui est fait admirablement bien par le Stade Toulousain Handisport. 5e pilier, et je vois la télé parce que je vois qu'il y a des gens en ligne, il y a Marc Trubert qui est le référent sur la partie tourisme, le rayonnement du stade dans le quartier des Sept Deniers, plus largement sur la région toulousaine, au-delà dans l'Occitanie, et même encore plus loin sans doute, parce que la marque Stade Toulousain, elle rayonne au-delà des territoires nationaux. Le 6e pilier, c'est un pilier qui est porté notamment par 3 joueurs. Donc je pense que Clément Castet est là, donc il viendra nous en parler. Clément, Louis-Benoît Madol et Alban Placine sont extrêmement actifs depuis plusieurs mois pour essayer
d'activer une politique éco-responsable au sein du Stade toulousain. Et donc Jean-Luc Brumont viendra également en parler avec Yann. Et le dernier pilier qui est très important, c'est l'égalité, promouvoir l'égalité et notamment la place des femmes, qui est une place nouvellement acquise dans le rugby, un monde assez masculin, mais sur lequel il y a encore beaucoup de choses à faire sur la société en général. Et Fiona pourra nous en dire un mot. Voilà, donc moi je vais leur laisser la parole. Je ne suis qu'un chef d'orchestre. Oui, et je tiens également à citer Louis Bonamadol et Alban Placine avec qui on a fait ça conjointement. Donc déjà bonjour à tous, et juste pour vous décrire un petit peu le début de comment ça s'est passé, lors du déplacement au Leinster, en match de poule tout simplement, on a le droit d'aller manger à l'extérieur et puis on se regarde et on commence à parler du fait que dans les salles de muscu, il y a beaucoup de gobelets en plastique qui traînent et que c'est pas forcément une bonne chose pour l'environnement, etc. Et on se dit que peut-être fournir des gourdes aux joueurs, ça pourrait être une bonne idée pour diminuer notre consommation de plastique. Alors ni une ni deux, on se dit que il faut continuer dans cet axe-là et on commence à en parler au coach, à Didier et un petit peu à tout l'environnement, tout l'encadrement du Stade Toulousain. Et d'une simple gourde, on est passé à avoir plein d'idées. Pourquoi pas changer de fournisseur d'électricité, faire quelque chose qui soit beaucoup plus écologique, ne plus avoir de voiture dans le stade comme nous l'a proposé Didier. On a fait la rencontre de Jérôme, de Laurence et de tous les autres intervenants. Et des idées, on en a eu plein qui sont toutes plus difficiles les unes que les autres à mettre en place. Mais pour autant, on a envie de se battre et on a envie de faire que le Stade Toulousain, qui est un club, j'ai la prétention de le penser un petit peu différent, soit également leader dans ce secteur-là et qu'il y ait une émulation positive qui se crée vis-à-vis des autres clubs de top 14. Donc on a plein d'idées qui sont certes, encore une fois, difficiles à mettre en place, mais qu'on aimerait bien réussir à avancer pour faciliter la transition du Stade Toulousain vers l'écologie et être performant dans un secteur de plus. On a été contacté par Didier puis par Laurence ensuite pour prendre un peu place dans la RSE au Stade Toulousain. Et on est très heureuse de mener des actions. En tout cas, on va essayer de les mener à bien malgré le Covid. On a choisi ce thème qui nous tient vraiment à cœur parce que premièrement, on fait a priori un sport qui est quand même masculin. Donc on a quand même une place qui est particulière dans la société et dans le sport collectif. Et on se bat tous les jours pour montrer à bien qu'on a vraiment notre place. Et on est très fortement soutenu par le club. Et aujourd'hui, l'idée est vraiment d'amener et de lutter contre la discrimination et d'amener vraiment la place de la femme dans la société et qu'elle soit vraiment égale. Voilà. Que tout, qu'il n'y ait plus de discrimination, qu'il n'y ait plus de problèmes entre nous et qu'il n'y ait plus de conflits entre les femmes et les hommes. Et donc on va se servir forcément de notre sport et aussi de sport collectif, tel qu'il soit. On a décidé de partir sur 2 actions principales. La première prochainement, on l'espère, sur la journée de la femme, le 9 mars, sur une table ronde et des regards croisés, à inviter des partenaires et des gens emblématiques pour nous, pour discuter de ces événements. Et puis ensuite, on aimerait passer au travers d'une association pour aller toucher un petit peu des jeunes femmes, des jeunes adolescentes, dans les quartiers un peu politiques de la ville, et puis leur transmettre nos valeurs, notre savoir, et puis passer du temps avec elles, pas forcément à faire du rugby, mais à faire tout ce qui est sport collectif, et pourquoi pas les inviter et les faire venir dans les locaux pour partager avec elles des moments de vie. Le fonds de dotation, c'est un outil. C'est l'outil au service du Stade Toulousain, au service des actions du Stade Toulousain. C'est la continuité de cette histoire extraordinaire qui nous réunit, de l'engagement, on le voit bien dans les actions qui viennent d'être présentées, dans l'engagement de tous, à l'interne comme à l'externe du Stade Toulousain. Et le fonds de dotation, c'est le réceptacle de dons, c'est le réceptacle d'argent qui viennent de partenaires, qui viennent de supporters. Et c'est aujourd'hui, dans l'actualité, avant toute chose, ce mur de soutien qui est la concrétisation extraordinaire de milliers de supporters, de fans du Stade Toulousain, du monde entier, au travers de plus de 20 000 briques aujourd'hui, mais ce n'est pas fini, 1 400 000 € qui ont été récoltés et qui serviront à soutenir les actions du Stade, au premier rang desquelles la formation.
Un petit mot pratico-pratique, le mur de soutien est toujours ouvert, on peut toujours continuer à soutenir le Stade Toulousain. Alors bien sûr, on peut toujours continuer de soutenir le Stade Toulousain. Bien sûr, la vente de briques continue. Et l'ambition, c'est de dépasser extrêmement largement les 20 000 briques qui ont été vendues à ce jour. On voit au sein même enfin, tout au long de cette conférence de presse et de cérémonie des vœux, l'ensemble de la complexité du moment, l'ensemble, en tout cas je l'ai ressenti moi dans mon discours, d'un certain nombre d'agacements, parce que tu as envie d'en sortir, parce que tout simplement on a envie... on sait que ça va être long, on n'a pas de date de reprise, on n'a pas de date de réouverture de ce stade que l'on a envie de fouler, bien entendu. Donc il y a de l'agacement et il y a beaucoup de lucidité sur la situation. Je pense qu'elle est importante pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Il y a des sollicitations fortes pour s'appuyer sur nos organismes publics dans un moment aussi délicat. Et puis, il y a cette force du Stade Toulousain. On va faire les questions-réponses devant le mur de soutien. Vous avez vous-même votre propre ressenti à construire sur ce qui a été évoqué aujourd'hui, la manière dont on le fait, la partie inscription dans l'histoire, la logique dans laquelle ça se fait, la pluridisciplinarité dans laquelle nous sommes inscrits sur cet engagement du fonds de dotation. Et il y a ce mur qui est symbolique, qui d'ailleurs, c'est le bon moment d'aller le voir, parce qu'il y a à la fois ce moment de panique quand vous voyez un grand panneau alu de 2,50 m de haut, 3 mètres de haut, je ne sais pas combien il fait, Jean-Luc nous le dira, et une quinzaine de mètres de long, et on se dit, ouf, ça va être lourd, quoi. Est-ce qu'on n'a pas construit une paroi un peu imposante, et qui, une fois remplie de l'ensemble de ces briquettes individuelles, montre la force du Stade Toulousain.